Notre objectif, d'abord, notons juste ceci, l'automatisation des femmes en milieu rural est un moteur essentiel de développement agricole en Afrique. Mais quelles sont les solutions qui marchent? Notre objectif à travers ce webinaire est de mettre la lumière sur des approches et initiatives qui marchent. On pourra faire un état des lieux sur le concept et sa mise en œuvre, partager les expériences de nos experts et semer les graines pour de futures initiatives. Alors, je pense que nous allons démarrer avec notre webinaire de ce jour. En espérant que les participants continuent de nous rejoindre, n'hésitez pas à partager le lien avec vos proches, surtout les femmes. Déjà le mois de la femme qui s'annonce et qui sera quand même la meilleure manière de vous récompenser, de vous honorer pour tout ce que vous êtes en train de faire. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous, comme je le disais tantôt, nous avons avec nous 3 femmes battantes, 3 Amazones que nous aurons le plaisir de rencontrer, de faire leur connaissance, de savoir ce qu'elles font déjà pour l'Afrique, surtout pour cette génération, cette merveilleuse génération dans laquelle nous sommes. Alors, notre première invitée ici sur ce panel d'échange, c'est Madame Dorothée Mvondo Nganti. Mais Madame Dorothée Mvondo Nganti est qui? Elle fait quoi? Nous aurons cette chance aujourd'hui de découvrir cette merveilleuse personne que vous avez déjà à l'écran, vous aurez déjà certainement en train de contempler le visage. Voilà. Alors, je pense que nous pouvons démarrer parce que nous avons déjà voilà, les 15 minutes d'avance pour permettre à tous les participants de nous rejoindre. Alors, Madame Dorothée Nganti, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour, merci. Je vais très bien. Bonjour à tout le monde. Je vais très bien. Bonjour de la part du Cameroun. Merci. Merci d'être présent dans ce webinaire. Alors, chers participants, Madame Dorothée Nganti, elle est cofondatrice et CEO de Agristech. Dorothée est également enseignante au ministère des Enseignements secondaires et enseignante également vacataire à l'Université catholique d'Afrique centrale, UCAC, et plus précisément à l'Institut supérieur d'agronomie Afrique centrale. Une passionnée de l'agriculture biologique, d'où ses multiples publications scientifiques sur l'utilisation des plantes, pesticides et micro-organiques dans la lutte contre les maladies des plantes au détriment des pesticides chimiques. Madame Dorothée est membre de plusieurs associations qui militent dans l'automatisation et l'inclusion financière des femmes, ainsi que dans la prévention des abus sur les personnes vulnérables. Madame Dorothée milite également dans la prévention de la drépanocytose. Et cette dame que vous voyez à l'écran est diplômée et doctorat, mes respects, en biotechnologie végétale, diplômée de professeur de l'enseignement secondaire, certificat universitaire professionnel en prévention contre les abus et protection des personnes vulnérables. Je vous prie d'ovationner pour cette invitée, Madame Dorothée, qui est lauréate du prix de l'innovation numérique au Cameroun en 2019, ainsi que celui de la meilleure application e-commerce en Afrique en 2019, toujours en Tunisie. Elle a également participé à plusieurs programmes en 2022 avec le WIA 54 et le thème accélérateur en Afrique 2023, sans oublier le SIS 2023 et la OIF en 2023 toujours. Bienvenue, Madame Dorothée. Merci beaucoup, bienvenue à tout le monde et merci à vous de m'avoir donné l'occasion d'apprendre surtout parce que nous n'avons pas le monopole du savoir. Nous sommes là pour un webinaire de partage d'expériences et surtout d'apprentissage. Merci. Merci à vous, merci, un plaisir, merci. Je pense que aujourd'hui nous allons quand même apprendre beaucoup de choses et le plaisir serait également aux participants de ne pas hésiter à partager ce lien avec tous les autres patients qui ont envie de
de rejoindre le webinaire, nos proches, pour quand même ce instant d'échange soit vraiment mieux. Alors, notre deuxième panéliste aussi est Amazon, une femme battante que vous aurez également le plaisir de voir dans ce webinaire. Alors, nous avons avec nous également aujourd'hui Madame Natacha, qui également fait beaucoup pour l'Afrique. Alors, Madame Natacha, vous êtes là? Nous avons envie de voir votre visage. Madame Natacha, je pense que c'est un souci de connexion. Nous allons y revenir. Alors, je pense que nous allons débuter déjà par se lancer dans le vif du sujet en espérant que les autres panélistes nous rejoignent. Ils ont quelques soucis de connexion. Alors déjà, Madame Dorothée, dites-nous, en tant que femme battante pour cette Afrique future, quels sont les défis majeurs auxquels sont confrontées les femmes en milieu rural en matière d'automatisation, en matière d'empowerment? Ok, merci. Une fois de plus, bonjour à tous. Déjà, être une femme en Afrique, c'est déjà un défi. Donc, le fait que nous soyons déjà des femmes, c'est déjà un défi à relever. Maintenant, en ce qui concerne les défis dont sont confrontées les femmes en milieu rural, et si ce qui entrave beaucoup plus leur empowerment, on va d'abord citer comme premier défi, c'est l'accès à l'éducation. La femme rurale, en particulier, a un accès très limité à l'éducation, ce qui lui empêche d'acquérir des nouvelles connaissances. Si on n'a pas droit à l'éducation, comment on va acquérir des connaissances? Si on ne connaît pas lire, si on ne connaît pas écrire, comment on pourra acquérir ces connaissances-là? Comme autre limite, on peut citer la discrimination du genre, parce qu'en Afrique, il faudrait qu'on sache que c'est encore très marqué. Le fait que vous soyez une femme, il y a des cultures, même encore dans certaines cultures africaines, où les femmes n'ont pas le droit à la parole, où les femmes n'ont pas le droit à l'éducation, où les femmes... Donc, cette discrimination-là est un frein, est un défi pour l'empowerment des femmes en milieu rural. On peut également citer la charge excessive de travail. Chez nous, en Afrique, c'est la femme qui fait tout. Quand on parle de femme rurale, c'est la femme rurale qui doit s'occuper des enfants, c'est la femme rurale qui doit s'occuper même des parents, c'est la femme rurale qui s'occupe du foyer et c'est la même femme rurale qui doit aller au champ pour travailler. Donc, cette charge de travail excessive-là est un défi majeur pour l'empowerment des femmes en milieu rural. On peut également citer l'accès aux ressources économiques parce qu'avec cette charge de travail-là, la femme rurale n'a plus assez de capacité pour pouvoir diversifier ses revenus. Donc, elle n'a pas accès à diversifier les revenus déjà et elle n'a pas accès à certains financements, certaines ressources. S'il faut partager certaines expériences avec vous,
quand nous allons souvent sur le terrain, c'est vrai qu'on va revenir dessus après, on se rend compte que dans certains foyers, ce sont les hommes qui ont les cartes nationales d'identité et les femmes n'ont aucune pièce qui leur identifie. Donc, une femme dit, je m'appelle Ngondonganti Dorothée, mais rien ne justifie que ce nom m'appartient parce que je n'ai aucune pièce qui prouve que c'est moi Ngondonganti Dorothée. Et c'est un défi majeur parce qu'on ne peut pas... on ne peut pas avoir accès au crédit, aux ressources, microfinance et tout, si on n'a même pas d'abord cette identité-là. On peut également citer même les violences basées sur le genre. Parce qu'en Afrique, chez nous, la femme, c'est d'abord une subalterne, la femme. C'est vrai que les choses sont en train de changer, mais n'oublions pas que nous sommes d'abord africains. Et ces violences-là sont également un grand défi. On peut également citer même le manque des infrastructures. Pour qu'une femme puisse mieux se déployer en milieu rural, il faudrait au moins les infrastructures de base. Par exemple, quand elle finit de récolter, est-ce qu'il y a des infrastructures dans les villages, dans les localités qui peuvent lui permettre de bien stocker, de transformer ou alors, oui, surtout le stockage, par exemple, parce que c'est bien beau de produire, mais si on ne peut pas vendre, on peut au moins stocker. Et s'il n'y a pas ces infrastructures-là, ça devient vraiment très problématique pour les femmes. En plus, l'accès aux soins de santé n'est pas ça. Donc, voilà autant de défis majeurs dont sont confrontées les femmes dans les villages et qui peuvent vraiment bloquer l'empowerment des femmes en milieu rural. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Dorothée, pour votre approche de réponse. Alors, notre deuxième invitée dans ce panel, rapidement, nous allons la présenter. Elle est actuellement coordonnatrice du projet POCEL au PNUD. Elle a déjà plus de 13 années d'expérience en environnement de projet dans la recherche de solutions pour les problématiques liées au monde rural. Production, transformation, accès au marché et accès à l'énergie. En se spécialisant dans l'accompagnement des producteurs et entrepreneurs locaux, elle appuie les acteurs et principalement les femmes de divers secteurs de l'agro-business afin de les accompagner dans leur changement d'échelle et de vie. En effet, notre invité a compris qu'investir dans l'automatisation des femmes permet d'avoir plus d'impact sur les ménages ruraux en général. Je vous prie d'ovationner et d'accueillir Madame Cercy Marlène Kakochiche. Bonjour. Bonsoir, madame. Oui, vous allez Bonsoir. bien. J'espère que vous allez bien. Nous allons bien, nous allons très bien. Merci d'avoir honoré votre présence. Merci. Alors, J'ai eu quelques soucis de connexion, mais là, c'est bon. merci. Alors, dites-nous déjà, en plus de tout ce que j'ai dit, qui est Madame Marlène Kakochiche? Alors, c'est vrai que vous m'avez déjà présenté. Aujourd'hui, je suis ingénieure. En fait, je suis ingénieure en agro-développement de formation avec une spécialisation en agroalimentaire des régions chaudes. Depuis le début de ma carrière, j'ai travaillé beaucoup en projet, comme vous l'avez dit, auprès des producteurs, auprès des entrepreneurs locaux et aussi beaucoup auprès des femmes. Parce que comme vous le disiez dans la présentation, les femmes sont aujourd'hui un levier pour le développement aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. Voilà. Merci bien. Alors, dites-moi, déjà, Madame Dorothée vient d'énumérer quelques défis majeurs auxquels sont confrontées les femmes en milieu rural, et surtout en matière d'empowerment. Alors, comment, selon vous, ces défis varient-ils, d'accord, en tenant compte des régions, les cultures et les secteurs agricoles? Alors, je remercie Madame Dorothée. Elle a listé tous les défis
Et si on essaie de les regrouper un peu, nous allons constater que tous ces défis vont être liés, c'est vrai, économiquement aux infrastructures, mais être liés aussi, comme elle a dit, aux stéréotypes de genre et aussi à des valeurs que nous portons culturellement. En fait, en fonction de nos valeurs culturelles, de notre patrimoine, des régions du monde où on va se retrouver, l'impact de avoir pour les femmes, surtout pour les femmes rurales, avoir l'accès à l'autonomisation ne sera pas fait de la même manière. Je vais donner quelques exemples pour étayer. Vous avez des cultures ou des religions où, par exemple, il n'est pas permis à la femme de travailler. Et donc, dans ce cadre-là, la femme ne pourra pas nécessairement avoir accès à un travail. Elle va se consacrer que aux travaux non rémunérés, c'est-à-dire aux travaux domestiques, aux soins, aux enfants, etc. Elle n'aura pas la possibilité d'aller, par exemple, au marché ou bien de côtoyer d'autres personnes, de mener une activité économique. Et dans ces cadres-là, son accès à d'autres biens, aux moyens financiers vont être vraiment réduits. Nous avons aussi, en fonction, elle a parlé d'infrastructures. Parfois, ce ne sont pas nos normes culturelles qui vont imposer des limites, mais ça va être les infrastructures. Lorsque vous êtes en milieu rural par rapport en milieu citadin, lorsque la femme n'a pas un moyen de déplacement, par exemple, ou bien n'a pas les moyens de production qu'il faut, ça veut dire que son accès sera limité pour certaines productions rurales ou des productions de vente, produire des denrées de vente, par exemple. Elle n'aura pas la possibilité d'avoir un meilleur prix pour le produit qu'elle va commercialiser. Lorsque nous sommes dans des zones où l'accès à l'information ou à l'éducation est limité, où on dit par exemple que les femmes ne doivent pas aller à l'université ou ne doivent pas conduire une voiture ou ne doivent pas tout simplement aller à l'école, ou lorsque, en fonction de nos cultures, de notre façon de faire, de nos stéréotypes, on va limiter certains métiers à, au sexe masculin ou au sexe féminin, alors qu'il y a la possibilité de vraiment ouvrir aux femmes. Cela va limiter encore plus les accès. Et donc, voilà quelques éléments que je peux partager pour montrer comment, en fonction de nos cultures, des régions dans lesquelles on peut se retrouver, comment l'accès, les défis sont encore plus impactants pour les femmes. Merci. Alors, merci à vous, Madame Marlène. Alors, Madame Dorothée, je reviens vers vous. Alors, dites-nous, quelles sont les initiatives concrètes et efficaces que vous aviez déjà mises en place ou dont vous étiez témoin en matière d'empowerment en milieu rural? Ok, merci pour cette question. Déjà, au Cameroun, il y a plusieurs ONG. Il faut le dire que la plupart du temps, ce sont les ONG qui se chargent de ça. Et il y a également des entreprises parce que chaque entreprise devrait faire a droit à la responsabilité sociétale de l'entreprise, la RSE. Et pour nous, par exemple, à Grixtech, s'il faut parler d'Agrixtech un peu, c'est aider les agriculteurs. C'est l'un des objectifs, c'est aider les agriculteurs à obtenir des microfinances pour pouvoir, des microcrédits autant pour moi, auprès des microfinances pour pouvoir mieux mener leurs activités. Et qu'est-ce que nous faisons quand nous allons dans les villages? Nous essayons de privilégier les femmes. Comme je vous ai dit, je le disais tantôt, on se rend compte que dans certains foyers, dans les villages, ce sont les hommes qui ont accès à tout. Ça veut dire, c'est l'homme qui a la carte nationale d'identité de la famille. C'est l'homme et pour que la femme fasse quelque chose, elle doit d'abord passer par cet homme-là. Donc, les initiatives, par exemple, que personnellement à Grixtech nous prenons, c'est aider ces femmes déjà là
à avoir ces cartes nationales d'identité. Parce qu'on ne peut pas parler de crédit si on n'a pas de carte. Parce qu'au moins, la carte, c'est ce qui t'identifie. On les aide et on les privilégie. Ça veut dire que quand on va dans les communautés, on essaye d'abord de discuter avec les maris et les chefs de village, la communauté, on rencontre les femmes et on dit et on essaye déjà d'expliquer à leur mari l'importance pour ces femmes-là d'avoir ces cartes-là. Et quand elles ont donc ces cartes-là, elles peuvent facilement bénéficier de ce crédit-là. En dehors de ça, il y a beaucoup d'organisations, comme je disais. Il y a la FAO, il y a des organisations telles que la GIZ qui organisent des initiatives dans les villages. Par exemple, on aide les femmes dans la transformation. On leur apprend à transformer leurs propres produits. Transformer, par exemple, le manioc en couscous planifiable et surtout en couscous fortifié. Parce qu'il y a des couscous qui ne sont pas fortifiés. Il y a la GIZ, par exemple, qui fait ces formations ici. Leur apprendre à fabriquer, par exemple, le savon, les menthols, teinter les tissus, tout ça pour leur aider à être autonomes et diversifier leurs activités. Et quand on dit diversification des activités, ça dit diversité des revenus. Et quand la femme a un peu de revenus, ça peut également aider la famille, le foyer et même la communauté. Ça permet de développer la communauté du village. Donc, au Cameroun, par exemple, la plupart des initiatives sont prises déjà dans l'éducation, former les femmes, leur aider à devenir autonomes en leur donnant déjà la possibilité d'établir ces cartes-là. Parce que pour devenir autonome, il faudrait que je m'identifie d'abord. Et ces formations-là qui leur permettent de transformer ce qu'elles cultivent, ce qu'elles produisent. Et aussi, il y a un volet aussi ici, c'est on fait des contrats. Je vais dire, c'est les systèmes de production par contrat dans certains villages. Chez nous, à Grixtech, nous le faisons. Nous arrivons dans un village avec le maïs. Ça veut dire on va encourager certaines femmes à produire plutôt le maïs. Et quand on les encourage à produire ce maïs, ils n'ont plus besoin de chercher de clients. Ça veut dire nous leur fournissons des intrants, nous leur fournissons tout ce dont ils ont besoin et nous sommes les acheteurs de ce maïs-là. Donc, toutes ces initiatives-là, c'est pour aider les femmes à devenir autonomes. Et là, la femme, même si elle ne savait pas quoi cultiver, elle va cultiver son maïs. Elle sait, quand elle cultive le maïs, c'est nous qui lui donnons gratuitement. Hein. C'est vrai que c'est rémunéré un peu, mais elle a droit au conseil. Et après avoir récolté, nous sommes ses acheteurs. Donc, il n'y a plus le casse-tête de je vais vendre ou est-ce qu'il y a les routes, est-ce que. Voilà autant d'initiatives qui sont prises pour aider les femmes rurales à devenir financièrement et personnellement autonomes. Merci. On est ensemble? Oui, je suis là, je suis là. Alors, dites-nous déjà, merci pour votre approche de réponse. Madame Marlène, je pense que je vais vous relancer la même question. De nous dire quelles sont les initiatives efficaces que vous avez déjà mises en place et pourquoi pas également dont vous avez été témoin. Ok, merci beaucoup. Alors, lorsque Madame Dorothée a parlé tout à l'heure des défis, elle a cité un certain nombre de défis comme l'éducation, l'accès à l'information. Alors, dans le cadre d'un projet de renforcement à l'entrepreneuriat, le premier point que je vais avancer, c'est par exemple l'accès à l'accompagnement. En fait, nous avons des projets ou des initiatives qui sont parfois designées pour le grand public, c'est-à-dire des personnes qui répondent aux critères ou qui sont dans ce besoin-là. En fait, la première chose, c'est de pouvoir, parce que quand on lance un appel, on lance une offre, par exemple, vous allez voir que naturellement, les hommes qu'ils répondent aux critères ou pas, ils vont être en mesure de dire, OK, je me lance, je participe ou pas.
peu de femmes, même si elles répondent aux critères, parce que déjà, elles naturellement ou bien socialement, elles vont pas se considérer comme entrepreneurs ou autres, elles vont se limiter les accès ou l'environnement dans lequel elles sont vont limiter leur accès. Et donc, dans le design des projets, parce qu'on peut être bien en amont jusqu'à la fin du projet, on peut déjà dire, OK, si nous voulons par exemple accompagner 5000 entrepreneurs, nous pouvons décider de retenir au moins 2000 ou 2500 femmes. Comme ça, nous sommes sûrs que la cible des femmes, surtout si nous voulons des femmes en zone rurale, que cette cible-là, elle est atteinte. Je vais rebondir sur un autre exemple que Madame Dorothée a donné tout à l'heure. Parfois, en zone rurale, ce sont les hommes qui ont les pièces d'identité où les femmes n'ont pas nécessairement, elles ne voient pas un intérêt ou bien elles n'ont même pas eu les ressources pour avoir accès à la pièce d'identité. Or, parfois, pour bénéficier de crédits ou de ces programmes ou pour participer à ces programmes-là, il faut nécessairement qu'elles aient une pièce d'identité. Dans le programme, dans le projet ProSel, qui accompagne actuellement les femmes producteurs de sel, nous avons déjà eu à faire, même si ce n'était pas prévu au niveau du projet, nous avons eu, puisque c'était une nécessité, à développer ce service-là pour que un grand nombre de nos bénéficiaires puissent avoir accès à une pièce d'identité pour pouvoir bénéficier ensuite des accompagnements. Alors, je laisse ce volet-là et je vais au niveau des formations, c'est-à-dire avoir accès à une formation qui va vous permettre, par exemple, de produire, de transformer. Parfois, lorsque nous arrivons à faire participer les femmes, il y a un certain nombre de choses qui va limiter leur participation. Les conjoints, par exemple, les maris, parfois ne sont pas d'accord parce qu'ils se demandent, OK, il y aura plusieurs formations, quel est l'intérêt? Parce que beaucoup de gens vont associer l'autonomisation à l'émancipation des femmes ou à l'égalité des sexes, etc. Il y a beaucoup d'amalgame du fait que les hommes, parfois, ont peur du message qui est passé. Les initiatives que nous avons prises, par exemple, au niveau du projet Bénébis, c'est de dire, OK, si une femme veut participer à la formation et que son conjoint n'est pas d'accord, nous faisons participer les deux personnes, c'est-à-dire le mari et la femme. Nous prenons en charge et le mari et la femme pendant la formation pour que l'homme puisse avoir accès à la même information. Et donc, du coup, il est rassuré et les prochaines étapes, ça ne va pas bloquer la participation de la femme. Il y a aussi toujours pour les accompagnements, les formations, les femmes, par exemple, vont dire, OK, parce que j'ai mon enfant, je ne sais pas à qui je vais confier mon enfant, comment je vais faire garder mon enfant. Et donc, ce que nous avons développé, c'est nous permettons aux femmes de venir avec leurs enfants et de venir avec une troisième personne qui sera disponible et en mesure de garder l'enfant. Nous prenons en charge, par exemple, les frais de déplacement pour la femme et tous les accompagnements, la prise en charge de la restauration ou la formation toute la journée pour ce groupe de personnes. Et donc, en fait, ça permet à un certain nombre de femmes de pouvoir se concentrer et de suivre la formation tout autant que les autres participants, les autres femmes et les autres hommes. Et pendant ce temps, elles savent que leur enfant est pris en charge par une personne qu'elles ont choisie elles-mêmes, qu'elles maîtrisent et que là, maintenant, elles se consacrent vraiment complètement à la formation. Alors, il y a aussi des cas où, parce que je vais parler en général pour l'accès à l'éducation où les filles, ou dans les zones rurales, les filles ou les femmes vont dire, OK, je ne peux pas continuer à aller à l'école parce que, excusez-moi, en période de menstrue, c'est un peu sensible, il n'y a pas nécessairement l'accès à l'eau ou bien l'accès à des commodités, l'accès aux toilettes, etc. pour se changer, ou c'est pour des enfants, pour changer les enfants, ou bien c'est une formation de longue durée où il faut se déplacer avec les enfants, comment les prendre en charge, etc. Il y a des initiatives où, que moi j'ai déjà vécu où on fait en sorte de choisir les lieux, les espaces pour que toutes ces commodités-là soient
prise en charge. Je repars sur un dernier exemple avec le projet Procel ou d'autres projets encore qui sont dans le même cas où pour les femmes, nous allons choisir les meilleures personnes pour les former sur telle ou telle thématique, pour leur faire prendre conscience. Par exemple, au lieu de vendre mon sel avec une mesure traditionnelle sur un marché, je vais dire le tonglo que nous utilisons au Bénin, par exemple, une mesure traditionnelle qui est vraiment aléatoire d'une salicultrice à l'autre, d'une vendeuse à l'autre. Et donc, les quantités qui sont parfois vendues ne sont pas toujours bien connues, maîtrisées. Nous allons faire des formations pour donner des exemples et montrer aux femmes que, OK, c'est bien, c'est une norme culturelle que nous utilisons depuis, mais on peut proposer la vente au kilo. Et là, on va standardiser un peu la quantité qui est vendue au client pour le fidéliser et à un prix qui est intéressant aussi. On va faire en sorte que les produits soient formés pour que les produits soient de meilleure qualité. On va doter en équipement ces femmes-là de balance, de bassines, de tous les moyens qu'il faut pour améliorer la qualité et jusqu'à la fin, les accompagner jusqu'à avoir un marché intéressant pour écouler leurs produits. Voilà, je vais m'en arrêter là et on pourra revenir sur d'autres formes de solutions. Merci. Alors, merci à vous. Merci pour vraiment ces riches informations que nous sommes en train d'avoir. Alors, pour aborder les perspectives d'avenir et lancer, pourquoi pas, les appels à l'action, nous allons présenter notre troisième panéliste. Elle est entrepreneur engagée dans le développement durable et l'autonomisation des femmes en milieu rural. Elle consacre son temps et son énergie à former des communautés rurales sur la valorisation des déchets agricoles en briquets de charbon écologique. À travers des formations pratiques et un accompagnement personnalisé, elle aide les femmes des villages à produire et à vendre ces briquettes de charbon alternatives, offrant ainsi une source de revenus supplémentaires et contribuant à la préservation de l'environnement en limitant la déforestation et les émissions de CO2. Par son dévouement et son engagement, elle incarne la vision d'un développement local durable et inclusif où l'autonomisation des femmes et la conservation de l'environnement jouent un rôle essentiel. Son initiative illustre l'importance de l'entrepreneuriat social dans la création d'un avenir plus équitable et respectueux de la planète. Je vous prie d'ovationner d'accueillir Madame Natacha Dohou. Bonjour Madame Natacha. Bonjour Agrosphère, bonjour à tout le monde. Alors, dites-nous, c'est qui Madame Natacha Dohou en plus de tout ce que j'ai dit? Alors, je suis ivoirienne et je suis entrepreneur, comme vous avez dit. Je suis la fondatrice de la Reine Écolo. Donc, la Reine Écolo, c'est une entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets agricoles en briquets de charbon, en charbon actif et en biochar. Et à côté de cela, on fait aussi, comme vous avez dit, des formations plus avec les femmes en milieu rural sur la valorisation de leurs déchets. Donc, en fait, on est dans l'économie circulaire et la formation des femmes, en fait, l'autonomisation des femmes. Merci beaucoup à vous. Alors, dites-nous déjà, Madame Natacha, quels sont les obstacles, c'est-à-dire financiers, culturels, politiques, qui freinent aujourd'hui l'autonomisation des femmes en milieu rural et comment les surmonter? Alors, déjà, pour prendre notre cas, ce qu'on fait, en fait, c'est bon, je dis d'abord, quand on arrive dans une localité, les problèmes qui minent ces localités-là, déjà, c'est, je dis, un problème de langue, déjà, parce que dans les zones reculées, les dames n'ont pas comprennent forcément le français et tout. Donc, comment je dis, c'est une barrière, en fait, pour elles. Et, pardon, tu peux reprendre ta question. Voilà, en train de me frapper. Si tu peux reprendre ta question, pardon. Oui, je disais tantôt, aujourd'hui, nous avons quand même, on est en train de parler de l'autonomisation des femmes. OK.
Oui, donc force a été de constater qu'il y a des obstacles. Donc, Oui. selon vous, quels sont ces obstacles-là, que ce soit financier, culturel, politique, qui freinent au fait cette autonomisation en milieu rural et comment on pourra les surmonter? D'accord. Déjà, il y a l'éducation. Les femmes ne sont pas assez formées. Donc, il y a un problème d'éducation, de formation. Ce qui fait que les femmes ne sont pas autonomisées parce qu'il y a un problème d'éducation et tout. Il y a un problème de langue aussi, ce que je disais. Euh, donc, c'est ça pour moi, en fait, c'est ça qui fait que les femmes ne sont pas assez autonomisées. Quand on vient dans une localité, par exemple, pour faire des formations de charbon et tout, le problème qu'on rencontre, c'est soit elles savent pas lire, soit elles ne comprennent pas le français. Donc, du coup, leur place, en fait, pour eux, dans cette localité, leur place, les gens, la femme doit rester à la cuisine, la femme doit rester au foyer, elle ne doit rien faire, en fait. Voilà. Donc, Non, merci. 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 Vous avez quelque chose à ajouter? non. OK. Alors, dites-nous, Madame Dorothée, toujours sur la même question. Au Cameroun, comment ça se passe là-bas? Les obstacles financiers, culturels, politiques qui freinent l'autonomisation de ces femmes? Ok, merci. Déjà, comme Natacha l'a soulevé tout à l'heure, l'obstacle, c'est déjà cette langue-là. La langue, c'est une barrière parce que au Cameroun, par exemple, nous avons plus de 250 dialectes au Cameroun. Donc, et, comme on l'a dit, les femmes n'ont pas accès à l'éducation, les formations et tout et tout. Et la langue reste cette barrière-là. Si je suis du centre, je ne peux pas communiquer aisément avec quelqu'un de l'Ouest. Ça veut dire que c'est vrai qu'on essaye de pallier à ces barrières. Par exemple, quand on va à l'Ouest automatiquement, il faudrait qu'il y aura des personnes de l'Est, de l'Ouest dans le groupe qui peuvent édifier ces femmes-là. L'autre obstacle également, c'est les discriminations et les exclusions. La femme, c'est le ménage, la femme, c'est le foyer, la femme, c'est... Donc, automatiquement, pour que la femme ait accès à ces formations, à l'autonomisation, ça devient un peu difficile. Natacha, Marlène, autant pour moi, l'a bien expliqué tout à l'heure et j'apprécie leur initiative, c'est que elles sont obligées autant pour moi de faire participer les hommes parce qu'en milieu rural, pour que la femme participe à certains événements, que ce soit éducatif ou formation, il faudrait l'aval de son mari. Donc, c'est aussi cet obstacle de discrimination-là. On a également les pratiques traditionnelles. Il y a certaines pratiques traditionnelles qui empêchent vraiment les femmes de se former, de s'éduquer. Par exemple, dans le nord du Cameroun, la femme, c'est pour le foyer. Il y a même des cultures chez nous où la femme ne va même pas au marché. Ça veut dire qu'avant que le monsieur ne sorte le matin, il s'assure qu'il y a tout à la maison. Tout ce dont la femme aura besoin est sur place à la maison. Donc, la femme n'a pas le droit de sortir de la maison. Elle s'occupe de la maison. Si elle veut quelque chose, quand son mari n'est pas là, c'est peut-être le voisin ou alors il y a toujours un petit domestique à la maison qui s'occupe de ça. Elle n'a pas le droit de sortir de la maison. Elle fait tout à la maison. Donc, il y a ces barrières, les pratiques traditionnelles-là. Il y a également le manque d'accès au marché. Si je cultive en tant que producteur, agriculteur, je fais mes champs et tout, si je n'ai pas accès au marché, comment je vais devenir autonome? Donc, il y a la production parfois, mais l'accès au marché est tellement difficile. Ne nous mentons pas, les zones, je ne sais pas le cas dans vos pays, mais au Cameroun, les zones où on produit plus sont les zones les plus enclavées, malheureusement. Donc, où il y a beaucoup de nourriture, il y a beaucoup de production, ce sont les zones très enclavées. Et parfois, la voiture, il va en saison pluvieuse, c'est 1, 2, 3 fois seulement. Et c'est dans toute une localité. Ça veut dire, on va produire, on sera obligé de consommer. Il n'y a personne pour acheter. Donc, voilà autant d'obstacles.
Maintenant, il y a également des obstacles politiques, politiques et institutionnels. Il y a le manque d'accès à la justice. Il y a même des troubles politiques dans certains villages. S'il y a des troubles sociaux, culturels et tout, cela peut vraiment enclaver l'autonomisation des femmes. En dehors de ça, il y a même des manques de représentation. Il y a la gouvernance, la mauvaise gouvernance. On peut décider parfois, l'État même envoie des subventions ou alors des programmes aider des femmes dans les villages, mais à cause de la corruption et toutes ces barrières-là font que ce sont des obstacles. Et il y a même le manque de ces programmes-là. Combien de programmes dans nos gouvernements sont destinés aux femmes rurales? Il n'y en a pas assez. Donc, voilà autant d'obstacles que nous pouvons citer au Cameroun. Et merci pour la question. Alors, merci à vous aussi. Alors, Madame Marlène, je suis à vous. Alors, dites-nous déjà, par rapport à vos projets, quelle a été votre vision ou bien quels sont les résultats que vous avez eus, l'impact de vos actions que vous avez constaté avec le projet des femmes à Ouidah sur le sel? Alors, si nous allons spécifiquement au niveau du projet Procel, je vais rappeler rapidement que le projet Procel, c'est le projet de promotion du sel iodé Khouladienne dans la zone côtière au Bénin. C'est un projet qui a pour objectif de moderniser la production locale et de faire en sorte que les femmes, 2000 femmes environ, puissent avoir un meilleur revenu de cette production et puis vivre de façon plus durable de leur activité. Alors, les premiers impacts que je peux citer dans le cadre du projet Procel, c'est aujourd'hui d'avoir pu développer un dispositif de cuisson qui est un peu plus respectueux de l'environnement en compagnie et avec l'appui des femmes. Je vais expliquer. En fait, le sel se produit dans la zone de la mangrove. Et je veux dire l'espace entre la mer et la lagune, le banc de terre qui va porter toutes ces espèces-là, toute cette végétation. En fait, pour produire le sel localement, les femmes vont couper le bois de mangrove et l'utiliser dans tout le processus de production avec les filtres et aussi pour la cuisson. Et donc, depuis des générations, cette activité des femmes a contribué à la destruction de la mangrove, à la déforestation. Et donc, la déforestation et la destruction de cet environnement a un impact négatif sur la vie de leur famille, d'elles-mêmes et de leur communauté. Aujourd'hui, en compagnie des femmes, le projet Procel, avec des acteurs locaux, on a pu travailler à trouver un équipement de cuisson à la vapeur pour limiter l'utilisation du bois de chauffe en général et du bois de mangrove, puisque aujourd'hui, vous savez qu'au Bénin, la coupe du bois de mangrove est interdite. Et donc, aujourd'hui, nous avons développé un foyer qui n'expose pas les femmes à la chaleur parce que c'est ce qu'elles ont souhaité, qui va utiliser des coques de noix carbonisées de palme. En fait, depuis la conception, c'est-à-dire depuis l'atelier, nous avons d'abord défini avec les femmes les besoins qu'elles avaient. C'est-à-dire, comme nous travaillons, nous sommes exposés à la chaleur toute la journée, à la fumée, parfois il y a des risques de brûlure, etc. Donc, nous avons commencé à déterminer les difficultés, les problèmes et à envisager des solutions avec elles. Les solutions qui ont été retenues, les concepteurs ont commencé à travailler dessus et à chaque étape de la conception, les femmes on a pris des représentants parmi les salicultrices, les producteurs de sel, qui ont été représentés, qui ont testé les équipements, qui les ont validés ou invalidés. Ça a été repris et aujourd'hui, nous avons un prototype qui a été finalisé, qui est en train d'être multiplié pour la production de sel. Je peux parler également, et en fait, ce qui a été très important dans tout ce processus et qui va faciliter l'adoption de cette technique, de cet outil de production plus tard, c'est que les femmes ont été à toutes les étapes au cœur de tout le processus. La détermination des problèmes,
envisager les solutions, qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui peut ne pas marcher, le fait de les tester elles-mêmes et de les valider. Et donc, voilà, à un moment donné, lorsque la solution sort, elles pourront dire, OK, nous avons été au cœur et elles peuvent faciliter la diffusion avec toutes les autres femmes qu'elles ont représentées. Nous avons également vraiment fait évoluer tous les questionnements et toutes les idées qui étaient autour de l'iodation. L'iodation du sel, Dorothée a parlé tout à l'heure de couscous fortifié. La fortification, c'est lorsque on va fabriquer un aliment, on va utiliser un oligo-élément ou une vitamine pour renforcer cet aliment-là. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, pour avoir une bonne santé, il n'est pas nécessaire de manger de grandes quantités, mais il faut manger ce qu'il faut au moment où il faut. Il faut que toutes les valeurs, les aliments, je veux dire, tous les éléments nutritifs soient au complet dans cet aliment pour que ça serve vraiment à, je vais dire, à votre organisme. Donc aujourd'hui, avant que nous commencions à travailler avec les femmes qui produisent du sel, elles étaient vraiment braquées contre l'iodation. Parce qu'en fait, c'est comme je disais, tous les panémistes ont parlé tout à l'heure de l'accès à l'éducation, l'accès à l'information. Lorsque les femmes pensent que c'est parce qu'ils nous disent que notre sel n'est pas de bonne qualité, que nous devons l'ioder, alors qu'elles font tout un travail formidable de production de ce sel-là, elles sont braquées, elles disent non, nous ne pensons pas que notre sel est de mauvaise qualité. Avec tout le travail que nous faisons, ce n'est pas le fait de rajouter l'iode qui va changer la qualité de notre sel. Or, le fait de ne pas, l'iodation ou non du sel n'a aucun lien avec la qualité. Alors, nous avons travaillé avec les femmes à refaire l'information. Nous les avons informées sur le sel, sur l'iode. En fait, le sel que nous produisons au Bénin n'est pas un sel, d'abord, il n'est pas naturellement iodé, il n'est pas un sel de mauvaise qualité, mais pour que du nord au sud, les personnes ne souffrent pas de goitre, par exemple, ou d'autres problèmes qui sont liés à la carence en iode. Lorsqu'on ne consomme pas assez d'iode, on peut perdre sa grossesse, etc. Nous avons dû rééduquer les femmes, leur apporter l'information, leur dire, OK, c'est vrai, votre sel, il est de bonne qualité, il n'est pas de mauvaise qualité, mais si vous avez des parents qui sont, par exemple, à Abomey, qui sont au nord du pays, qui sont à 600, à des milliers de kilomètres des côtes, ils vont souffrir peut-être de maladies dues aux troubles, dues à la carence en iode. Parce que lorsque nous sommes près de la mer, l'air que nous respirons même, il est iodé. Nous prenons des produits halieutiques et donc nous bénéficions de cet apport supplémentaire en iode. Mais lorsque je suis au nord et que je n'ai pas accès à la côte, si je ne consomme pas du sel iodé, à un moment donné, j'aurai des difficultés. Aujourd'hui, nous avons instauré des journées d'iodation. Nous avons formé sur l'utilisation du matériel d'iodation. Nous mettons à disposition de l'iode pour ces femmes-là. Et aujourd'hui, le sel iodé emballé a une meilleure qualité et se vend plus cher que le sel non iodé. Et donc, aujourd'hui, ce sont les femmes même qui nous appellent, qui nous sollicitent pour dire, OK, je veux participer à une fois, j'aimerais ioder mon iode, alors qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, elles étaient complètement braquées. Et donc ça, ce sont des acquis que le projet Procel peut partager. Je vais m'en arrêter là. S'il y a d'autres, je vais revenir dessus. Merci. Pour ne pas monopoliser la parole. Alors, merci à vous. Vraiment, c'est très intéressant. Nous allons aborder également les questions sur le projet des charbons avec Madame Natacha. Elle travaille avec beaucoup de femmes. Alors, ce que nous aimerions savoir, ça a changé quoi chez ces femmes-là? Quel a été l'impact de ce projet en travaillant avec ces femmes en milieu rural? Alors, merci. Déjà, avant d'utiliser le charbon de bois, enfin le charbon écologique,
On va prendre l'exemple d'un groupe de femmes dans l'ouest du pays avec lesquelles je travaillais. Ces femmes-là, en fait, devaient parcourir genre, de longs kilomètres, en tout cas, pour pouvoir collecter du bois, pour pouvoir préparer là-dessus et tout. Donc, avec la formation sur la valorisation des déchets, elles ont appris à valoriser leurs déchets. Déjà qu'elles produisaient du déchet, il y avait des déchets de balles de riz, des déchets de cacao, des déchets de bananes qu'elles avaient, mais qu'elles laissaient décomposer et pourrir leur environnement. Donc, avec la formation, elles ont appris à valoriser leurs déchets. Donc, du coup, à assainir leur environnement. Hein. Ensuite, elles ne marchent plus de longs kilomètres pour aller collecter du bois pour faire comme énergie domestique. Ensuite, quand elles sont enlevées pour la cuisine, elles peuvent aller revendre le reste dans le département. C'est-à-dire qu'elles quittent leur village pour aller, je ne sais pas si des gens sont ivoiriens ici. Si, par exemple, elles sont à Guéwo, elles vont quitter Guéwo pour aller à Bangolo, qui est la grande ville, pour aller vendre. Donc, ça va faire des revenus. Non seulement il y a leur cadre de vie, amélioration de la qualité de leur vie, puisqu'elles sont plus exposées aux fumées, elles seront plus exposées à la longue marche pour aller collecter du bois là. Elles seront plus exposées aux maladies qui sera causée par la décomposition des déchets qui étaient là, qui était une richesse pour eux, elles ne savaient pas. Donc, voilà ce qui va changer un peu. Et puis, en plus, elles ne vont plus aller couper du bois. Donc, comme la consoeur parlait, il n'y aura plus de problème de déforestation vraiment. Du moins, il n'y aura plus trop de pression sur les arbres, puisque maintenant, elles ont une autre alternative pour pouvoir cuisiner et pouvoir cuisiner plus proprement. Donc, voilà un peu. Et dans ce cas-là, j'ai pris un cas de l'ouest du pays, mais c'est pareil aussi dans le sud avec les cabosses de coco. Les coques de coco, c'est pareil. Les dames, elles vont, au lieu de laisser les coques de coco pourrir et polluer leur environnement, elles vont prendre ça grâce à la formation maintenant pour en faire quelque chose de plus potable, bien. Donc, des briquettes pour leur cuisine, non seulement ça, mais aussi pour les vendre et puis avoir de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Donc, voilà, entre autres, l'impact positif que nos formations ont sur les dames. Alors, merci beaucoup à vous, Madame Natacha. Alors, Madame Dorothée, dites-nous, par rapport au financement, la CA Financement, avec le projet Agristech, comment les femmes en bénéficient? Merci de me passer la parole à nouveau. Déjà, à Agristech, en dehors du financement, nous aidons les agriculteurs à avoir accès à tous les inputs, donc semences, intrants, suivi technique, accès au marché et même ces financements-là. Maintenant, comme mes consoeurs l'ont dit, le simple fait pour une femme déjà d'avoir une carte nationale d'identité, parce que Marlène l'a également dit, on ne peut pas avoir accès aux éducations, aux formations si on n'a pas de carte nationale. Or, la plupart du temps dans les villages, ce sont les hommes qui détiennent ce monopole-là. Avec les accès au financement dont Agristech aide les agriculteurs, on aide déjà ces femmes-là à avoir cette identité-là. Ça veut dire, je m'appelle Dorothée, j'ai au moins quelque chose qui certifie que je suis Dorothée et l'État me reconnaît. Avec ma carte nationale, je peux avoir accès à beaucoup d'autres services autres que ce financement-là. Et maintenant, avec ce financement, les femmes ont pu diversifier leurs activités. Il y avait des femmes qui, déjà, avec les semences, la plupart du temps, ce sont des semences locales que les femmes utilisent dans les villages. Or, avec Agristech, on leur donne la possibilité d'avoir ces semences améliorées là, qui dit semences améliorées, dit rendement plus productif. Et la particularité également, c'est qu'on leur donne accès au marché. Ça veut dire, tu n'auras pas ce casse-tête là pour avoir l'accès au marché. Tu produis plus, tu as l'accès au marché. Et contrairement à ce qui se faisait, par exemple, quand elles cultivaient, elles sont organisées, il y a des associations paysannes avec lesquelles on travaille, les associations des femmes. Dans certains villages, elles font par exemple 10 hectares de manioc ou de maïs pour avoir un rendement vraiment qui n'est pas ça.
Or, avec AgriTech, c'est quoi? Je travaille sur mes 10 hectares. Par exemple, je vais prendre un exemple. On est arrivé dans une localité où les femmes travaillaient, la plupart qui faisaient 1 hectare de maïs, c'était la production, c'était celle qui a beaucoup eu, c'était 1 tonne de maïs. Or, avec AgriTech et les semences améliorées et les intrants qu'on donnait et le conseil, il y a des femmes qui se sont retrouvées à avoir 4 tonnes de maïs, 5 tonnes de maïs. Donc, tu pars de 1 hectare à 1 tonne de maïs pour 1 hectare à 4 tonnes de maïs. Ça veut dire que déjà, on a préservé 4 hectares de forêt ou alors de terre parce que pour avoir ces 5 tonnes-là, il fallait défricher 5 hectares. Donc, et ça a amélioré la vie de beaucoup de femmes. Il reste encore beaucoup à faire, mais le peu qui est fait vraiment améliore ces femmes-là. Elles se sentent plus épanouies et plus importantes pour leur communauté parce que on a fait cette expérience-là qu'on arrive dans un village. Il y a une maman qui arrive, elle dit, on partait déjà pour les récoltes, donner, donc acheter les récoltes. Parce que même le crédit qu'on donne à ces mamans-là, elle les rembourse sous forme de récolte. Ça veut dire que si on t'a donné les intrants, ceci, et que c'est à hauteur de 100 000, tu ne vas pas sortir 100 000 francs et rembourser. Tu vas rembourser sous forme de récolte et le reste de la récolte, on va acheter. Et la particularité, c'est que c'est parfois au prix du marché ou alors c'est un peu plus bas ou plus élevé. Ça dépend du contrat qu'on a signé avant. Donc, ces mamans-là se sentent plus épanouies et quand une femme est épanouie, c'est tout le foyer qui est épanoui, c'est le village qui est épanoui et c'est même la société qui est plus épanouie. Merci. Vraiment un geste à ovationner pour tous ces projets que vous êtes en train de citer ici. Alors, nous sommes en train d'aller déjà vers la fin de notre présentation, de notre webinaire du jour. Je prie à tous les participants de commencer à laisser leurs questions dans le chat parce que nous aurons 15 minutes pour répondre directement à ces questions-là. Alors, une dernière question pour nos panélistes. Nous sommes en train de parler depuis des femmes. Alors, aujourd'hui, quel rôle les hommes peuvent-ils jouer dans la promotion de l'autonomisation des femmes en milieu rural? Je vais commencer déjà par Madame Marlène Kapotissé. Merci pour la question. C'est une question très intéressante et très pertinente. Quand j'ai donné des exemples tout à l'heure, j'ai donné des exemples où nous avons fait participer des femmes à des formations, mais en couple, c'est-à-dire avec leur conjoint. Et parce qu'à un moment donné, il fallait que l'autorisation ou bien la permission pour participer à ces formations vienne vraiment du mari. Je pense que les hommes peuvent jouer un rôle certain et important dans l'autonomisation des femmes. L'une des premières questions qui m'avait été posée au début du webinaire, c'est comment varient les défis que subissent les femmes par rapport à l'autonomisation en fonction de notre culture, des régions ou des activités de production agricole. Moi, je pense que nous devons aller vers ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de courants, ce que nous appelons une masculinité positive. En fait, aujourd'hui, c'est vrai, nous informons en général, mais nous informons beaucoup les femmes. Mais le fait de pouvoir passer la même information aux hommes va permettre aussi aux hommes d'être au même niveau d'information que les femmes et de comprendre surtout l'importance de leur implication, l'importance de pouvoir, parce que en général, si les normes sociales sont respectées ou pas, ou bien sont source de limitation d'accès aux ressources pour les femmes, c'est parce qu'à un moment donné, il y a certaines personnes, que ce soit bien les femmes ou les hommes, qui gardent et qui conservent ces normes-là. L'accès à l'information aux hommes va leur permettre de dire, OK,
comme Dorothée le disait tout à l'heure, c'est pour l'intérêt de tous, c'est-à-dire de la société, de la communauté, de la famille, que nous devons permettre, par exemple, aux femmes d'aller travailler, que nous devons permettre aux femmes d'avoir une pièce d'identité parce qu'elle aura accès à telle possibilité, elle aura telle capacité, que nous devons lui permettre d'avoir un revenu complémentaire parce que ce revenu ne lui servira pas que à elle seule, mais ce revenu va servir également à toute la communauté. Et donc, je pense que on doit aller dans le sens de la masculinité positive, c'est-à-dire, OK, nous permettons à nos conjointes d'avoir accès à telle information, à telle autre chose, et ça va avoir une répercussion positive aussi bien sur nous, sur les autres, etc. Donc, première chose, c'est-à-dire porter l'information. Deuxième chose, éduquer, c'est-à-dire informer aussi les hommes, former aussi les hommes. Et troisième chose, les accompagner, parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'information. Les accompagner aussi à pouvoir être acteurs du changement des stéréotypes. Lorsqu'on dit que dans un village ou bien dans telle partie de notre pays, ce ne sont pas les femmes qui héritent, mais ce sont les hommes qui héritent, il faut que nous amenions l'ensemble des têtes couronnées, par exemple, des hommes, des décideurs à dire, OK, mais en fait, nous sommes des pères de famille, nous avons des enfants, aussi bien des filles que des garçons. Mais pourquoi, OK, nos parents, depuis des générations, avaient choisi que ce soit uniquement les hommes qui héritent, mais aujourd'hui, la personne qui n'a que des filles, comment elle fait? Mais nous devons changer, nous devons permettre un changement positif en disant, OK, nous allons changer les choses à ce que les femmes aussi puissent hériter. Quand vous allez voir un décideur, quelqu'un d'influent, un homme influent dans la société qui va marquer un changement, le reste, les groupes qui suivent vont également faire pareil. Et c'est comme ça que nous allons les amener à participer au changement des normes socio-culturelles, des stéréotypes de genre et tout ça qui existe déjà. Donc voilà une idée de comment on peut intégrer les hommes, voilà, et leur permettre de laisser un peu plus de femmes, de place aux femmes et les intégrer dans les prises de décision. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, Madame Natacha, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette question, les hommes, quel rôle ils peuvent jouer dans la promotion de cette autonomisation? Pas vraiment grand-chose à dire. Je pense que Marlène a vraiment bien expliqué, bien démontré. On a besoin que les hommes accompagnent les femmes dans ce processus d'autonomisation-là et tout. Il n'y a vraiment rien à dire de ma part, en tout cas. Marlène. Ok, merci beaucoup. Alors, Madame Dorothée, quant à vous, vous avez aussi des choses à ajouter? Oui, merci. Impliquer les hommes serait vraiment l'idéal parce que vous savez, comme on a dit tout à l'heure, Marlène l'a souligné, dans les villages, c'est l'homme le chef. En Afrique, c'est l'homme le chef, c'est l'homme, la femme est subalterne. Et une fois qu'on implique l'homme, l'homme se sent encore un peu plus son ego, donc il se sent encore un peu plus homme. Et quand il se sent plus homme, il peut facilement aider. Donc, le soutien, les hommes peuvent aider comment? Avec le soutien et l'encouragement. Parce qu'une femme qui est encouragée par son homme, même en ville, même nous sommes des femmes et tout. Quand une femme est encouragée par son homme, elle est plus productive. Donc, le fait que les hommes encouragent les femmes va plus aider ces femmes-là à devenir plus productives et plus autonomes, à diversifier leurs revenus. Il y a aussi ce comportement, comme Marlène l'a souligné, le comportement. Imaginons, parce que chez nous en Afrique, c'est beaucoup plus la culture. Nous copions ce que nous voyons nos parents faire. Si je suis un petit garçon et que je vois mon père aider ma mère à chercher, encourager ma maman, automatiquement, ce petit garçon-là, c'est cet exemple-là qui va servir de demain. Ce sont nos parents, par exemple, qui nous servent la plupart du temps. Nos parents sont nos héros. Donc, si ce sont nos hommes, si ce sont les hommes qui encouragent les femmes, ça veut dire que même les générations à venir, des enfants, des garçons, ça sera, ces enfants-là vont également aider leurs femmes
à devenir autonomes. Et on va voir, par exemple, ces stéréotypes dans les cultures-là vont devoir changer. Ça veut dire que, comme Marlène le soulignait tout à l'heure, quand l'enfant va grandir, ce petit garçon qui grandit, saura que non, la femme également a le droit à l'éducation. J'ai vu mon père aider ma mère, j'ai vu mon père faire ceci, et automatiquement, ça va changer. Marlène a pris l'exemple de l'héritage tout à l'heure. C'est quasiment comme ça dans tous les pays africains. Mais heureusement, au Cameroun, quand même, ça commence à changer. La femme également peut hériter. Donc, impliquer l'homme sera vraiment très bénéfique parce que quand un homme se sent un peu... les hommes ont un ego surdimensionné, il faut qu'on le dise, l'ego des hommes. Et quand il se sent vraiment impliqué dans un projet, il peut même être le catalyseur. Les hommes seront, je pense que impliquer les hommes, ça sera un catalyseur pour l'autonomisation des femmes rurales. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Alors, je pense que nous sommes en train déjà de finir avec ce panel d'échange avec nos invités. Alors, nous n'avons pas assez de questions pour le moment. La première question vient de M. Lazare Auguste. Merci d'être présent dans ce webinaire. Agrosphère étant une entreprise à impact agritech avec la digitalisation des atouts parmi ses axes d'intervention, quel rôle devrait jouer la digitalisation dans l'empowerment des femmes en milieu rural, notamment à travers des startups telles que Agrosphère, surtout sur le volet conservation de la dynamique sociale dans les milieux ruraux? Cette question nous vient de M. Lazare Auguste Boubeno. Alors, Madame Marlène Kaposichi, une approche de réponse par rapport à cette question. Alors, oui, si je vois bien la question, c'est quel rôle devrait jouer la digitalisation dans l'empowerment des femmes en milieu rural, notamment à travers des startups telles que AgroFoster. Je vais prendre la question sur vraiment deux volets. D'abord, la digitalisation et après, peut-être, je vais laisser peut-être AgroFoster aller un peu plus dans le détail. Alors, comme on le disait, l'accès à l'information, l'accès à l'éducation aujourd'hui peut être vraiment facilité par la digitalisation. On a une tranche de la population qui peuvent encore, en tout cas de la population rurale, à travers les enfants, qui peuvent encore avoir l'accès à l'éducation. Et même si on sait que tout n'est pas encore informatisé ou les moyens ne sont pas encore aussi bien qu'en ville, on va dire que pour les plus jeunes, avoir accès à l'éducation à l'école et puis aux sources informatiques, etc., la digitalisation. Mais pour les personnes, les femmes rurales et les acteurs en général, puisque je vais globaliser, qui sont dans le secteur rural, aujourd'hui, la digitalisation est une clé. Vous allez voir que beaucoup de personnes en zone rurale comme en ville ont accès à un téléphone portable. Avec un téléphone portable aujourd'hui, je peux aller sur un site pour avoir l'information sur comment se comporte le marché, le prix auquel est vendu telle denrée alimentaire et suivre cela dans le temps. Oui, on va dire que, OK, les gens ne sont pas lettrés, ils ne sont pas, comment je vais dire, la langue dans laquelle ils vont avoir accès. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications, beaucoup de sites et beaucoup d'outils qui sont designés. En tout cas, j'espère que j'utilise des bons mots, c'est pas trop mon domaine, qui sont designés pour répondre en fait aux besoins du monde rural. C'est-à-dire que le suivi des récoltes ou bien quand est-ce qu'il faut mettre de l'engrais, quand est-ce qu'il faut appliquer tel produit, etc. Et donc, lorsque on met ça vraiment à la disposition de l'utilisateur dans les langues ou bien on va designer de sorte que il faut juste appuyer sur tel, même si je suis pas allée à l'école pour avoir l'information. La digitalisation va permettre de répondre ça. Et donc, ça va faciliter l'accès à l'information aux femmes, à un groupe de femmes, à une coopérative, à une organisation pour mieux se structurer, etc., pour avoir accès ou vérifier son compte, le crédit, etc. Ça peut vraiment ouvrir beaucoup de portes, avoir accès à ses fournisseurs. Maintenant, lorsqu'on va orienter ça à travers des startups telles que AgroFoster, moi, je dirais tout simplement que
AgroFoster, aujourd'hui, intervient dans ce monde-là justement pour faciliter l'accès à toutes ces informations-là et pour développer aussi des outils pour accompagner les organisations et bien sûr les coopératives des femmes rurales. Maintenant, comme je disais, je vais peut-être laisser les partenaires de AgroFoster aller un peu plus dans le détail si je n'ai pas abordé les points de la question. Merci déjà, mais normalement, ça devait être suffisant. Mais nous allons laisser Madame Natacha aussi nous bouffer quelques mots par rapport à cela, parce que la question revient sur le sens de quel rôle devait jouer la digitalisation dans l'empowerment des femmes en milieu rural. Alors, ce que j'ai à dire sur la digitalisation, c'est pas vraiment mon truc, mais bon, il y a quelque temps, il y a une amie entrepreneur qui m'a contactée. Elle est en train de développer une application qui traduit, en fait, dans plusieurs langues. Et comme nous, on fait les formations vraiment dans les zones reculées, elle m'a dit que ce serait bien. Donc, du coup, l'application, c'est, j'arrive, par exemple, dans le nord du pays, dans le fin fond du nord, au lieu de, quand je parle en français, pour dire, voilà, première étape, on va brûler le déchet, l'application traduit dans la langue des femmes, en fait. Du coup, on n'a pas besoin d'attendre des jours avant de trouver un interprète ou bien de chercher un interprète ici qu'on va payer et tout. Et comme Marlène disait, il y a déjà, c'est vrai que même si on est en milieu rural, il y a des gens qui ont des smartphones en milieu rural, qui ont tout. Donc, il suffira juste de connecter à Internet, de télécharger l'application et puis nous, on peut faire nos formations vraiment sans problème. Donc, pour dire que oui, c'est bon la digitalisation dans ces contextes-là, en milieu rural et tout. Voilà. Alors, merci à vous. Alors, Madame Dorothée, également, vous avez une approche de réponse? Oui, je dirais que c'est ce que nous faisons à AgriXtech déjà parce que la première application que AgriXtech a développée, c'était une application de détection des maladies des plantes. Avec cette application-là, il suffit que l'agriculteur ait son smartphone. Il n'a pas besoin d'un agronome ou bien d'un spécialiste. Il identifie automatiquement la plante malade. Ça lui donne le nom de la maladie, les causes, les préventions et même les traitements. En dehors de ça, il peut également, avec l'application, savoir où acheter le produit qu'il faut appliquer en fonction de la localité où il se trouve. Et cette application, comme on le disait, est en langue nationale camerounaise. Ça veut dire, si je suis dans ma région du centre, je clique sur ma langue et pas besoin de lire parce qu'il y a l'audio. Et là, je clique, j'écoute ce qu'on me dit. On me dit, ma tomate souffre du mildiou. Et voilà, c'est Phytophthora infestans qui a infecté ça. Maintenant, pour traiter, il faut mettre le mancozeb et va dans telle boutique, tu vas acheter et on te montre le produit parce qu'on a constaté qu'il y a trop de produits chimiques frelatés. Donc, au moins, quand l'agriculteur va même déjà dans la boutique phytosanitaire, il sait déjà quel produit il va acheter. En dehors de ça, il y a tellement de plateformes, comme on l'a dit, il y a déjà beaucoup d'applications qui sont mises à la disposition des agriculteurs en Afrique. Digitaliser l'agriculture, comme le disait Marlène, c'est l'information. Quand j'ai la bonne information, surtout sur le marché. Vous savez, nos agriculteurs, quand ils cultivent, ce sont les producteurs sont les moins payés sur la chaîne alimentaire. En Afrique, vraiment, c'est celui qui produit qui a le moins. Si je prends l'exemple du cacao, ce sont les producteurs de cacao qui sont les moins lésés par rapport aux transformateurs même et à ceux qui revendent aux commercialisateurs, alors que c'est celui qui produit qui devrait au moins avoir plus de chances. Donc, avec cette digitalisation-là, je peux m'informer sur le prix du cacao parce que les capitales sont tellement loin qu'à chaque fois, il y aura des petits, ici on les appelle les coxeurs, donc les revendeurs. Il va dans un village, le prix du cacao peut-être à Yaoundé, la capitale, c'est 3500. Il va dans un village, il va prendre ça là-bas à 1000 francs. Parce que pourquoi? Parce que cet agriculteur-là n'a pas d'information. Or, avec ces applications-là, ça va beaucoup aider les agriculteurs à
à devenir autonome, prendre même des décisions adéquates, savoir où vendre. Et certaines plateformes même aident les agriculteurs à commercialiser leurs produits. Il y a par exemple, au Cameroun, on a Djangolo. Tu es dans cette plateforme-là, tu finis de produire même si c'est le poulet, hein, les poulets de ferme, tu les mets là et automatiquement, tu vas produire. Ça va aider les agriculteurs non seulement de produire les produits de qualité, parce que ce n'est pas tous les produits qu'on va mettre sur la plateforme, et de mieux les vendre. Automatiquement, c'est du producteur au consommateur. Et là, le producteur gagne. Il n'y a plus des intermédiaires à cette vente-là. Je vends mon produit directement au consommateur et à un prix plus raisonnable. Merci. Merci à vous. Une dernière question. Je pense que nous sommes en train déjà de se rapprocher de la fin. Une dernière question pour clôturer. Ça s'adresse directement à Madame Marlène. Alors, j'aimerais savoir s'il y a une ONG au Bénin qui forme les femmes du milieu rural, à part le projet POCEL, voilà, dont vous parlez. Et la deuxième question, est-ce que les femmes du milieu rural sont sous-informées au Bénin? Quelle initiative on peut mettre en place pour pallier à ce problème afin de faciliter l'autonomie des femmes au Bénin? Merci. Alors oui, j'ai lu les questions posées par Madame Thérèse Kendenou. Merci pour les questions. Alors, j'aimerais savoir s'il y a une ONG au Bénin qui forme les femmes en milieu rural à part le projet ProCell. Alors, il y a beaucoup d'ONG, beaucoup de projets et beaucoup de structures qui forment les femmes en milieu rural. Je ne peux pas citer, je n'ai pas nécessairement les noms des ONG en tête, mais en fonction du secteur, en plus, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels les ONG vont intervenir, en fonction du secteur dans lequel on se positionne, parce qu'il y a des disciplines et tout le monde ne fait pas la même chose. Il y a des ONG qui sont dans le domaine vraiment du changement climatique, de l'agronomie, de la production agricole, de l'élevage. Il y a des ONG qui vont intervenir vraiment dans l'accès au marché. Il y a des ONG qui vont intervenir vraiment et des projets aussi sur tout ce qui est santé reproductive des femmes. Il y a des ONG qui vont se consacrer vraiment aux enfants. Et qui dit enfant va dire femme. Donc, il y a une multitude d'ONG. Ce n'est pas limité du tout. Il y a aussi des projets que des bailleurs internationaux, c'est-à-dire la coopération suisse, les fonds de la GIZ, il y a les labels, il y a vraiment beaucoup de projets et de grands acteurs institutionnels qui vont accompagner dans des domaines précis beaucoup de femmes. Parfois, ce sont des projets qui vont être initiés que pour des femmes. Parfois, ce sont des projets qui vont être initiés dans une zone rurale donnée sur une production. Ça sera par exemple le riz ou bien le maraîchage avec le projet PADMA par exemple, ou bien vraiment des secteurs, des petits élevages bien définis en fonction des zones. Donc, non, il n'y a pas que le ProCell, mais il y a vraiment beaucoup et il faut s'intéresser, il faut s'informer sur un peu le monde agricole, les projets, les institutions qui travaillent dans ce secteur-là pour être informés. Alors, quelle initiative peut-on mettre en place pour pallier à ce problème, pour faciliter l'autonomie des femmes au Bénin? Il y a vraiment beaucoup d'initiatives. Comme je disais, il y a beaucoup d'initiatives. Ce n'est pas une seule initiative qui va résoudre le problème. Je vais aller vers un exemple. Si nous prenons un projet ou un secteur dans lequel on veut accompagner les femmes et qu'on dit par exemple on veut accompagner les femmes à avoir un meilleur accès au marché pour pouvoir vendre leurs produits, parfois on va prendre ce problème, mais quand on va aller au fond, on va voir qu'il faut plutôt voir la chose de façon systémique. C'est-à-dire qu'avant d'aller au marché, avant de m'assurer que je vais au marché, que je vais pouvoir vendre mon produit, à la base, il faut que je m'assure que sur toute la chaîne de production, j'ai fait en sorte que du semis ou bien de l'élevage
jusqu'à l'engraissement, à la récolte, etc., que j'ai fait en sorte d'avoir un produit de qualité. Si j'ai un produit de qualité, est-ce que j'ai les moyens de transport, toute l'infrastructure qu'il faut? Est-ce que avant même de produire, je me suis inscrite dans une chaîne de valeur et que je peux assurer déjà la commercialisation? Donc, en fait, aujourd'hui, il faut globaliser. C'est-à-dire qu'on veut résoudre un problème. Et vous allez voir qu'il y a des tout petits, d'autres problèmes, d'autres informations, des situations adjacentes qu'il faut nécessairement solutionner ou bien à qui il faut trouver des alternatives avant d'aller vers la résolution du problème. Donc, en fait, ça ne sera pas seulement l'accès à l'information, mais c'est beaucoup d'éléments sur lesquels on va travailler. Si une institution, par exemple, ne peut pas travailler seule sur cet élément-là, elle va travailler avec d'autres ou bien elle va dire, OK, moi, je travaille déjà sur tel secteur. Est-ce que telle ONG ou tel appui peut nous permettre de renforcer tel autre pour que nous puissions avancer ensemble? Un exemple typique que nous sommes en train de vivre au niveau du projet Procel, c'est nous voulons assurer un meilleur revenu pour les femmes qui produisent le sel. Mais nous nous rendons compte aussi que c'est vraiment le BOP, les Base of Population, c'est-à-dire les personnes qui sont parfois dans une extrême pauvreté ou précarité. Lorsque parfois nous mettons du crédit à disposition pour ces personnes-là, nous renforçons leurs capacités, nous leur trouvons des marchés et même qu'elles arrivent à vendre à un prix plus intéressant. Parfois, les campagnes qui suivent, elles ont quand même encore des difficultés à pouvoir assurer sur toute la chaîne parce qu'à un moment donné, elles ont eu un problème de santé ou un enfant ou un parent ou un décès et du coup, une partie du capital ou une partie des revenus de ce ménage ou de cette exploitation de cette femme-là va être utilisée pour résoudre ce problème-là. Et du coup, elle se retourne encore, elle arrive encore dans la même situation. Il faut nécessairement remettre un capital. Et donc, excusez-moi, vous allez souvent entendre, bon, on a dit, OK, j'ai une cousine au village, un frère au village, voilà, je lui ai déjà donné tel capital pour commencer une activité, mais à chaque fois, ça ne donne rien, ça décourage. Non. En fait, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec la NPS, c'est-à-dire le projet ARCH, par exemple, pour que l'on puisse, avec l'État, assurer les soins de santé, c'est-à-dire qu'elle puisse avoir, par exemple, 80%, que l'État ou bien une organisation puisse leur assurer 80% des soins de santé, par exemple. Et donc, de sorte que, en fait, lorsque une situation un peu alarmante va arriver, que ce ne soit pas tout le revenu qui soit mis encore pour solutionner, du coup, qu'on se retourne à la case départ. Et donc, en fait, comme Dorothée l'a dit, d'autres l'ont dit, Natacha l'a dit aussi, en fait, ce n'est pas une action sur un seul levier. Ce n'est pas intervenir sur un seul truc qui fait l'autonomisation ou qui va solutionner tout. Mais on vit dans un contexte, dans un environnement et il faut prendre ensemble tous les éléments de cet environnement pour que la solution soit vraiment durable. Sinon, en fait, c'est une solution ponctuelle, mais qui peut encore, on peut se retrouver encore dans les mêmes problèmes. Voilà, je ne vais pas être trop long. Merci, merci. C'est très intéressant. Je pense que nous sommes en train de clôturer déjà ce webinaire. Alors, Madame Natacha, dites-nous votre mot de fin pour assurer la durabilité et l'impact à long terme de toutes ces actions que vous êtes en train de faire dans le monde de l'empowerment des femmes en milieu rural. Bon, moi, les acteurs ou les personnes à qui je vais m'adresser là, en fait, s'ils étaient là, on allait leur dire en fait de faciliter les choses pour nous en fait. C'est-à-dire quoi en fait, déjà faciliter les financements pour qu'on puisse installer la production. Donc ça veut dire qu'on puisse faciliter en fait la formation pour beaucoup de femmes. Voilà, parce qu'on veut former beaucoup de femmes partout en Côte d'Ivoire, partout dans les villages, mais ce qui freine actuellement, c'est les problèmes de financement pour l'achat des équipements ou même peut-être faciliter les équipements, par exemple. Donc, s'il y avait peut-être un mot ou un plaidoyer à faire, peut-être que c'est à eux. Sinon,
Bon, moi, je crois que les choses sont en train d'évoluer quand même. C'est vrai que bon, les choses sont en train d'évoluer. Peut-être par rapport à avant 10, 20 ans, là, c'était pas les femmes sont en train de se positionner, en train de grouiller, comme on dit, en Côte d'Ivoire. Donc, euh, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà une bonne, comment on dit ça, c'est quelque chose sur lequel on peut se poser pour dire que les choses sont en train de changer, c'est une bonne chose, il faut croire. Donc, je préfère rester sur cette note de... Merci à vous, merci, merci d'avoir participé à ce webinaire. Alors, Madame Dorothée, dites-nous également votre mot de fin pour, pourquoi pas, lancer une perspective assez intéressante dans l'avenir. Qui me concerne, Natacha vient de le soulever. Le premier problème, c'est ce financement-là, comme Natacha l'a dit. Si on soutient, on ne peut pas faire le milieu, quand on parle de milieu rural, à 90%, c'est l'agriculture. Et si on veut passer de l'agriculture de subsistance à l'agriculture de seconde génération, automatiquement, on aura besoin de financement. Mais outre ces financements-là, on peut, pour vraiment marquer cette durabilité, il faudrait également les formations et les renforcements des capacités. Si je reçois de l'argent et que je ne suis pas formée même à savoir l'utiliser, ou alors pas de formation sur l'agriculture et tout, je ne pourrais pas rembourser cet argent-là. Et surtout aussi la mise dans les formations et renforcement des capacités et la mise en place des mécanismes d'évaluation, de suivi et d'évaluation. Le fait n'est pas de donner de l'argent. Le souci n'est même pas d'apprendre ou bien alors de venir de former. C'est suivre et évaluer. Parce que la plupart c'est l'erreur que nous faisons beaucoup en Afrique. Il y a des ONG qui arrivent dans les villages, elles apprennent aux femmes peut-être à fabriquer telle chose, mais après elles s'en vont. Où est le suivi? Est-ce que vous vous êtes rassuré? On laisse les produits, vous restez fabriqués. Après, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'évaluation. Donc, renforcer les capacités de formation, mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation. Et comme on l'a dit tout à l'heure, impliquer les hommes dans les villes, en milieu rural pour l'autonomisation des femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, Madame Marlène, votre mot de fin pour clôturer cette belle échange que nous avons eu. Alors, en termes de mots de fin, je vais aller sur deux voies. Alors, un niveau micro, un niveau macro, ou encore dire que, comme Dorothée et Natacha l'ont dit, pour ce qui est déjà fait actuellement, elles ont déjà donné des pistes de solutions, l'information, l'implication des hommes, le financement, pouvoir faire un suivi, un coaching. Donc ça, c'est pour déjà solutionner les problèmes existants. Je pense qu'il ne faut pas qu'on arrive toujours en sapeur-pompier. C'est-à-dire que le problème est déjà là et donc il faut trouver une solution pour solutionner. Vu que nous savons que dans les zones rurales, il y a des difficultés, accès à beaucoup de difficultés pour l'autonomisation des femmes, nous pouvons maintenant agir nous allons demander aux décideurs politiques de façon institutionnelle. Donc là, je quitte le niveau micro pour aller vers le niveau macro pour que nous puissions inciter et demander, faire des plaidoyers à la prise de décision qui vont réduire les limites à l'autonomisation des femmes pour ne plus agir en sapeur-pompier. Moi, je dirais, par exemple, il faut toutes les filles à l'école. C'est vrai que toutes les filles à l'école ne donnent pas la solution, mais on l'a dit tout à l'heure, le fait d'avoir l'accès à l'information,
une meilleure éducation. Les filles, les femmes qui sont les plus instruites vont pouvoir mieux administrer leur foyer, mieux s'occuper de l'hygiène, de la santé, de la production agricole dans leur propre foyer. Donc, déjà, et du côté, je ne vais pas parler seulement parce que l'autonomisation des femmes, ce n'est pas que la production. Je vais parler de façon globale en disant, il faut qu'au niveau macro, que nos dirigeants puissent prendre des décisions qui vont limiter les difficultés d'accès à l'autonomisation des femmes, dont l'accès à l'éducation, par exemple, pour toutes les filles, l'accès à la terre et beaucoup d'autres éléments. Donc, penser le problème au niveau micro pour résoudre les problèmes actuels, mais penser au niveau macro pour anticiper et ne plus se retrouver à solutionner à la fin. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir de vous avoir ici dans ce panel sur le webinaire qui porte sur le thème d'empowerment des femmes en milieu rural. Quelles sont les solutions qui marchent? Et merci d'avoir resté pendant 1h30 pour quand même échanger avec nous, pour avoir un suivi. Ce serait un plaisir de continuer, mais compte tenu du temps, nous allons demander à tous les participants de s'abonner au compte LinkedIn de nos chers invités. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez quand même les poser et vous aurez forcément des réponses très intéressantes. Et merci déjà à tout ce que ces femmes font pour l'Afrique, surtout pour la jeunesse africaine. Et nous allons juste prier une chose, que nous ayons la santé efficace pour pouvoir vraiment faire de belles choses. Alors, merci beaucoup à vous, chers participants. Merci, chers invités. Merci beaucoup. Merci à vous, Marlène et Natacha. Je pense qu'on doit se connecter sur ligne. Je vais vous envoyer des demandes tout à l'heure. Ça marche. Merci à tous ceux qui ont participé. D'accord. Merci aux participants. Okay. Merci pour vos questions pertinentes. Merci à Gros Foster aussi d'avoir permis de rencontrer de nouvelles femmes engagées. OK, bon courage et très bonne semaine à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci bien.